Voyage en récit, Geoffroy Scrive. Charles de Brandt. Monsieur de Brandt, sur RCF, ici dans cette émission de Voyage en récit, nous venons de lire Le Temps scellé, en tout cas certains chapitres du Temps scellé que nous avons ici. Livre pour lequel vous avez, il me semble, collaboré, vous avez dû participer à la traduction, et de même pour le journal de Andreï Tarkovsky, donc ce cinéaste russe, vous avez dû participer, je pense, aussi à la traduction de cet ouvrage. Donc la lecture a été consacrée à ce livre sur cette antenne pour aider l'auditeur à comprendre le film et l'art d'Andreï Tarkovsky. De votre côté, pouvez-vous nous dire quel a été votre travail pour sortir, traduire ce livre et le diffuser ? Cela a commencé avec un éditeur qui m'a demandé de créer une collection consacrée à de nouvelles voix. Nouvelle voix, V-O-I-X, nouvelle voix, nouvelle foi. Des personnages un peu nouveaux qu'on n'avait pas entendu parler, qu'on n'avait pas entendu réfléchir sur leur foi. Et je suis tombé sur le livre allemand, enfin traduit en allemand, d'Andrei Tarkovsky, donc Le Temps scellé, en allemand pour les germanophones, Die Versiegelte Zeit. Eh bien, j'ai pris ce livre, j'avais déjà vu un film de Tarkovsky, je venais d'achever 2 films documentaires, et c'était un art, un homme qui m'impressionnait beaucoup. Donc j'ai amené rapidement ce livre à cette maison d'édition pour le lire en allemand, je comprends un peu l'allemand, etc. Et donc ils m'ont donné le feu vert pour démarrer la collection avec ce livre. Donc j'ai cherché une traductrice, et je suis parti rencontrer Andrei Tarkovsky pour la signature du contrat de traduction. Et dès lors, mon travail a été un travail d'accompagnement de la traduction, à savoir que je connaissais l'œuvre, je connaissais de mieux en mieux l'homme pour l'avoir rencontré pour ce contrat, et il a bien vu avoir la grande générosité de me prendre dans son cercle d'amis. Donc je connaissais aussi l'homme, et avec Anne Kishilov, donc professeur de littérature russe à Nanterre, je l'ai accompagné dans son travail de rédaction, elle traduisant, moi reprenant relisant le texte, le corrigeant s'il le fallait. Voilà, on parlait ensemble, c'est vraiment un travail de co-traducteur que j'ai mené sur Le Temps scellé et que j'ai mené aussi sur le journal. En plus de cela, je donnais également l'avant-propos, je fais toutes les notes, l'index, etc., de ces ouvrages. Et il y en a même un troisième qui s'appelle Récits de jeunesse, que j'ai également piloté chez mon ami éditeur Philippe Ray. Du coup, nous sommes en 1982-83, à cette époque-là ? Oui, tout à fait. Ça a commencé en 85. Parce que je l'ai rencontré sur le tournage, le montage de son dernier film. Il se trouvait à Stockholm. Il était dans son laboratoire en train d'achever le montage de son dernier film, Le Sacrifice. Donc c'était en juillet 85. Le film a été montré à Cannes en mai 86. Et il est décédé en fin décembre 86. Et il savait déjà qu'il était malade ? Quand je l'ai rencontré, non. Quand je l'ai rencontré, c'était au mois de juillet-août 85, et il n'a pris que le vendredi 13 décembre 1985. D'accord. Un vendredi 13, vous voyez. Ouais. Donc c'est pratiquement ces jours-ci, il y a 31 ans. Donc il a appris ça le vendredi 13 décembre. Je l'ai ensuite accompagné pendant 1 an à Paris. J'ai créé avec sa femme le comité Tarkovsky, qui est devenu l'Institut Tarkovsky. Quand sa femme est décédée, c'est son fils André, qui vit maintenant en Florence, qui préside l'Institut et que je préside moi à Paris. Ouais, donc nous sommes une petite équipe, mais nous coordonnons un peu tous les projets tarkovskiens dans le monde. Combien de personnes dans cette équipe aujourd'hui ? À Paris, nous sommes 3. Moi-même, qui suis documentariste, j'écris également. Ça, ce sont mes passions culturelles, je dirais. À côté de ça, je fais la gestion pour nourrir ma famille. À côté de moi, il y a Anne Habert, qui est une cinéaste documentariste, qui prépare un documentaire sur Tarkovsky, qui sera prêt en 2018. Et Maya Sepanska, qui est professeure d'art à Paris. Donc nous sommes 3 à Paris. À Florence, ils sont également 3 ou 4. Mais on a un réseau. C'est-à-dire que pour chaque projet, on a des correspondants. Pour chaque projet, on a des
des collaborateurs extérieurs qui sont voilà, avec qui on travaille pour faire une exposition, faire une rétrospective, faire un coffret de films. Donc, par exemple, Potemkin, voilà, ce sont des partenaires. Donc ils cherchent toujours des gens à la source, savoir des gens qui ont connu Tarkovsky, qui connaissent l'œuvre. On ne connaît pas tout, mais enfin, néanmoins on l'a connu et on est pour eux une certaine garantie quoi, de qualité. Et c'est notre travail à nous, donc de faire vivre son œuvre, de garantir autant que possible le respect de son œuvre, sa qualité. Comment faites-vous fructifier cette œuvre aujourd'hui? Comment l'art cinématographique de Tarkovsky, arrivez-vous à le développer, à le faire connaître au plus grand nombre? Parce que j'imagine que c'est un petit peu la portée de l'Institut, cette volonté en tout cas. Tout à fait. Eh bien, c'est vraiment dans le travail, je dirais, à la fois des films et des livres. Alors, les films, donc, on pousse à leur restauration. On encourage leur diffusion, les rétrospectives. Quand des gens cherchent à faire des rétrospectives, on est là pour les aider, pour les conseiller. Pour les livres, c'est tout notre travail. Tout le temps scellé, le journal, tous ces livres-là en français et dans d'autres langues, c'est nous qui avons signé les contrats, qui avons fait connaître tout son travail de réflexion, etc. Ensuite, nous répondons aux étudiants ou bien aux cinéastes qui s'intéressent à son œuvre, aussi aux journalistes comme vous. Nous répondons à vos questions, nous les aidons dans leur recherche, on les guide. Également, nous recevons aussi des artistes. Je pense à ce jeune metteur en scène qui vient de mettre en scène Tarkovsky, Le corps d'un poète. C'est passé à Strasbourg, à Caen, à Paris bientôt, à Lyon. Et donc voilà quelqu'un que j'ai reçu ici, que j'ai accompagné, que j'ai encouragé dans son travail. Et puis je viens de voir son œuvre, c'est vraiment très, très remarquable. Y a-t-il, dans cette perspective, des travaux par rapport aux pièces ou aux films que Tarkovsky a voulu faire? Parce que quand on lit Le temps scellé, qu'on pourrait d'ailleurs appeler plus Le temps sculpté, peut-être, mais nous y reviendrons, et quand on lit son journal, on s'aperçoit qu'en fait, mort à 54 ans, il avait une foule de projets, en fait. Et je pense notamment au Vent clair, qui n'a pas existé en tant que film, mais qu'on peut entendre aujourd'hui, dans la voix de M. Boringer d'ailleurs. Est-ce qu'il est souhaitable? Et si oui, est-ce qu'il est possible d'un jour voir quelqu'un reprendre la main sur ce projet-là, ou un projet similaire, et de le monter en film? Quelle est la position quelle a été peut-être la position de Tarkovsky par rapport à ça, s'il y avait pensé, et quelle est la position de votre institut? Alors, la position est relativement claire, dans la mesure où Vent clair, précisément, a été proposé à son fils, qui jusqu'à présent n'a pas eu l'occasion de le réaliser, mais le scénario de son père a été proposé à son fils. Bon, que ce soit lui ou un autre, c'est pas impossible que ce scénario soit mis un jour en film. Ensuite, Tarkovsky n'était pas contre l'idée de mettre ces scénarios sur les planches. Certains crient à la trahison, au scandale, mais enfin, c'est vrai qu'il y a eu du pas très bon et du très bon. Le très bon, j'en ai parlé tout à l'heure avec Tarkovsky, Le corps d'un poète, et du moins bon, moi j'en ai vu aussi. Donc ces scénarios qui n'ont pas été mis à l'écran, oui, ils sont disponibles. Bien sûr, ça sera tout à fait, ça pourra jamais être Tarkovsky, qui était un homme unique, et dans son travail, et dans sa personnalité. Oui. Mais c'est pas du tout impossible. Une personnalité quand même qu'on sent très forte dans ses écrits, dans la façon qu'il a de rédiger Le temps scellé et de ce qu'il veut pointer dans ses films, comme dans ce qu'il décrit dans son quotidien, dans son journal, en lutte avec, le Goskino, quand même, on sent qu'il y a une chape de plomb qui ne référence d'ailleurs que ses films dans des catégories B, sauf Solaris qui est sorti en catégorie A, ce qui voulait dire qu'il était pas trop diffusé parfois dans des heures pour enfants, si je me souviens bien. Mais vous, sur l'œuvre, qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez des films de Tarkovsky? Vous voyez un homme, vous voyez son art, vous voyez de la spiritualité, de la poésie, ou une façon de filmer très différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui? Parce que parfois d'un peu difficile à approcher. C'est un peu tout ça en même temps. Il se présentait lui-même plus comme un poète que comme un ciel. Enfin, c'était d'abord un poète pour lui-même. C'était un poète dans son approche de la vie, de l'existence, de la foi même. C'était un homme, un chrétien. C'était un orthodoxe, un chrétien. Mais c'était
un poète chrétien ou un chrétien poète, n'est-ce pas, qui n'était pas dans la dogmatique officielle, mais néanmoins avec une foi infinie, une honnêteté extraordinaire, avec une grande tolérance d'esprit aussi aux autres. Alors, écoutez, oui, c'est comme quelqu'un qui sortira d'une BD et qui ira lire un poème de Rimbaud. C'est deux choses. Est-ce que vous pouvez faire lire Le bateau ivre à une personne qui vient de lire un BD ou vient de lire un roman policier? C'est la même difficulté et c'est la vie. Hein. Ce même personnage peut-être qui aura lu ce roman policier, eh bien, dans un autre contexte, un autre moment de sa vie, sera peut-être ravi de lire un poème de Rimbaud et pourquoi pas le temps scellé. Ouais. Hein. Alors, c'est vrai que c'est des questions, c'est des parcours, c'est un homme qui vous laboure l'âme, hein, c'est un homme qui vous retourne un peu l'âme, un homme qui vous ouvre à ce qu'on peut appeler l'âme en vous-même, hein, quelque chose qui est profond, qui est unique, qui vit, qui est invisible. Mais voilà, il y arrive. Oui. Et c'est un des seuls à y arriver. Beaucoup de gens des cinéastes arrivent à faire croire qu'ils filment, c'est pas un peu la spiritualité. Mais quand on regarde bien, ça bouge pas trop. Ça paraît un peu cliché. Alors, lui, sa vie, n'est-ce pas, sa vie, et puis parfois ça plonge également dans la pénombre, même dans l'obscurité, Tarkovsky. Mais il y a une lumière. Il est unique dans son genre à avoir toujours une lumière et un rire quelque part, et une douceur quelque part, une tendresse quelque part, que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'arrête pas à la surface, il descend en profondeur, et à la profondeur, il trouve une certaine lumière. C'est ce qu'il dit, je prends n'importe quelle page de son livre, mais quand il dit « La condition absolue pour avoir le droit de créer est que l'artiste croit à sa vocation, qu'il refuse la compromission et qu'il soit prêt à servir », enfin, on sent qu'il est engagé jusqu'au bout de sa personne pour donner dans le film le meilleur de lui-même. Ça me rappelle certains acteurs. Je pense à un acteur que j'ai apprécié, qui était Laurent Terzieff. Laurent Terzieff, pour moi, c'est l'acteur de théâtre essentiellement. Il a fait un peu de cinéma, mais qui va jusqu'au bout de lui-même sa conviction. Et d'ailleurs, Jean Rochefort dit le jour de l'enterrement de Laurent Terzieff, quand on sort de là, on sort un peu avec du mépris. Alors, je me suis demandé du mépris, mais pourquoi donc? Et Jean Rochefort de préciser du mépris pour soi-même, parce que Laurent Terzieff ne s'est jamais trahi, si vous voulez. Et ça m'a fait penser un peu à ce qu'écrit Tarkovsky. Là, en fait, il se trahira jamais. C'est pour ça qu'il est condamné à s'échapper, si je puis dire, de cette terre soviétique à l'époque, quoi que ça lui en coûte, finalement. Parce que ça lui a coûté, j'imagine. Tout à fait, ça lui a coûté infiniment. C'est un homme russe jusqu'au bout des ongles, un homme de la terre russe, de la tradition russe. Ça lui a beaucoup coûté d'être ici. Et c'est un homme de tellement peu de compromis que, ce qui peut parfois nous paraître comme un peu secondaire, mais pour lui c'était essentiel. Il se rendait presque malade pour des choses qui nous paraissaient futiles presque. Pour lui c'était absolument une source de compromis, une source de malhonnêteté. Et à tel point qu'il vous amenait vous-même à être honnête envers vous-même, en vous forçant à être honnête par rapport à lui. Il avait une qualité de sortir le meilleur de vous. Et ça, il le percevait. Il avait une grande intuition. Et j'ai personnellement appris vraiment ce qu'était que l'honnêteté profonde et forte, pas mièvre. Oui. Parce qu'il vous devinait. Vous ouvriez la bouche, il savait déjà ce que vous alliez dire. Moi, avec lui, je lui parlais, on appelait ça l'africain. Parce qu'on faisait un mélange d'italien, de français. J'appris ça, vraiment la langue africaine, qu'on mélangeait tout. Mais il comprenait très vite. Vous disiez juste un mot, un regard, il savait déjà un peu ce que vous vouliez, ce que vous essayez de dire, n'est-ce pas? Et sa lutte aussi aurait été ici, a été ici d'abord avec sa productrice suédoise, ça n'a pas été simple. Et ici, il aurait beaucoup souffert avec les contraintes d'argent. Là-bas, il avait beaucoup d'argent. En Russie? En Russie, il avait beaucoup d'argent. Oui. Il avait des problèmes avec la censure. Oui. Mais ces films, Antoine Roublev et d'autres, des moyens considérables. Parce que toute la classe du cinéma soviétique avait pigé que c'était le meilleur. Et il ramenait de l'argent à l'État soviétique. Y compris Bondarchuk. Oui, Bondarchuk était vert de jalousie. Oui. Était atrocement jaloux de Tarkovsky. Peut-on penser que le fait que Bondarchuk se retrouve dans le jury du Festival de Cannes en 1983
ait vraiment été un acte politique? C'était voulu? C'était dessiné contre lui? Parce qu'il se retrouve finalement en finale avec Bresson, qu'il estimait énormément, finalement. Et du coup, il n'y a pas eu de Palme d'Or cette année-là, il me semble, à Cannes. Ils se sont partagés un même prix, un prix spécifique créé cette année-là pour eux, en fait. D'ailleurs, les images sont assez bouleversantes quand on voit son propre fils monter à la tribune, recevoir le prix. Mais pour, C'était pour le oui, sacrifice. en 83, c'était Nostalgia. C'était Nostalgia. Dans Nostalgia et l'argent, je crois, Ah oui. ont eu le même prix. Ah, ça a été un coup de dague. C'était un coup de dague du Kremlin. Ça, c'est un coup de dague contre Tarkovsky. Boudiakout a été envoyé à Cannes et on lui a demandé de tout faire pour que Tarkovsky n'ait pas la Palme d'Or. Et la simple raison, c'était parce qu'il était parti? Non, il n'était pas encore parti. Ah, il n'était pas encore parti en Il était- 83. Non, Ouais. il a tourné son film en Italie, mais il n'était pas parti. Il était pas parti, ouais. Il a décidé de quitter l'Est, de quitter le bloc, Ouais. après ce coup de dague. Et vous parliez tout à l'heure des rapports qu'il avait humains, je dirais, avec les acteurs, avec vous, et capable de tirer le meilleur, en fait, des acteurs qu'il dirigeait. Alors, on peut penser à Solzhenitsyn, mais je pense aussi à cet acteur qui joue le fondeur de cloche, Oui. qui d'ailleurs a joué dans l'enfance d'Ivan. Voilà. Et en fait, est-ce que c'est dans cette optique-là que Tarkovsky lui a fait comprendre ou croire qu'il était très insatisfait de sa façon de jouer pour que cet acteur aille au bout de lui-même, en fait? C'était ça? Bien sûr. Oui, bien sûr, Tarkovsky était fasciné par la psychologie, par la psychiatrie. Pour lui, là, c'était pas raconter l'histoire, c'était comment la raconter, comme la mémoire. Ce qui est intéressant pour lui, c'était pas retracer exactement les faits, mais c'était la manière de les relater, de s'en souvenir qui comptait. Donc il était extrêmement attentif, oui, à la manière d'amener les scènes, à la manière d'amener, de préparer le spectateur, de préparer donc aussi les acteurs. Oui, c'est pour ça son travail invisible est considérable. Et c'est ça qui joue. C'est ça que les gens apprécient au fond. C'est qu'ils se retrouvent dans ces films. Parce que il avait une très grande attention à la réalité psychologique, n'est-ce pas, des regards, des gens, des scènes. Il y avait une préparation. Qui dit psychologie, c'est invisible. C'est une mise en scène, c'est une mise en condition, c'est des mots, des regards, tout ça. Ou des regards qui ne se croisent pas, qui ne vont même pas dans la même direction. Donc on voit ça très bien le sacrifice. Vous avez 5-6 personnages dans la scène, dans la pièce, ils regardent tous à des... Et donc on se demande si en fait le parcours tracé par ces 7 films, sans prendre en compte les 3 films qu'il a créés lors de son passage à l'école russe VGIK, mais on se demande si à travers en fait ces 7 films, c'est pas une biographie, une autobiographie en fait qu'on a du personnage quand même, à travers son pays, à travers son époque, mais il y a beaucoup de scènes qui sont un peu troublantes. Enfin, évidemment, dans Le Miroir, on voit clairement le rôle de sa mère. On devine un peu le rôle de son père, qui a quitté sa mère, d'ailleurs, au début. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais en fait, il veut faire passer sa vie dans ses films. On voit la maison qui brûle. Or, sa maison de vacances, si je puis dire, à Masnoyer, a brûlé aussi. Il l'a fait brûler dans Le Sacrifice. Alors, ce que je peux dire, c'est à la fois les deux choses. Pour moi, il y a une évolution... quelque part biographique au fil de ces 7 films, oui. Et en même temps, c'est le même film pour moi tout le temps. Oui. Le même film pour moi tout le temps, parce que ça m'a frappé d'abord les principes qu'il énonce dans son livre, Le temps scellé, que je vous recommande, je crois vraiment dans le 2e ou 3e chapitre, mais ce sont les principes de son cinéma qui ont duré du début jusqu'à la fin. Et qu'il a essayé d'ailleurs d'atteindre. Il dit lui-même que ce sont des principes, ce sont des perspectives, ce sont des envies, des désirs, des visions, mais qu'il n'arrive pas toujours à réaliser comme il voudrait. Bon. Donc première chose, le même film, et puis on retrouve cette même passion, cette même souffrance, ce même amour à travers ces films. Et bien sûr, au fil du temps, ça, je dirais, il devient de plus en plus zen quelque part, pour parler simple. Il devient de plus en plus zen, ces films s'affinent, il y a de moins en moins de plans, c'est de plus en plus fort. Et il ne faut pas oublier qu'il rêvait à un moment de finir son existence dans un monastère au Tibet. Hein. C'est plus l'image. Hein. Les Russes les grands Russes ont toujours rêvé de finir moine dans un monastère du Tibet. C'est une image. Enfin, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est loin, seul dans la montagne, dans la paix. D'un autre côté, c'est vrai,
Si vous prenez tous ces films, eh bien, ça correspond à des moments de sa vie, à des moments de la Russie, à des moments de notre vie, de notre société d'aujourd'hui. Vous prenez son tout premier film, le rouleau compresseur, le violon, eh bien, c'est ce garçon qui cherche son art, n'est-ce pas? Ce dialogue entre ce petit garçon qui apprend à jouer au violon et avec un conducteur d'engin. Et ensuite, Yvan, c'est toute la psychologie de ces jeunes garçons qui ont vécu la guerre avec les Allemands, n'est-ce pas? Les Allemands et les Russes se sont battus, et toute la génération dont est Tarkovsky, il avait exactement l'âge du jeune Yvan pendant la guerre, c'est tout ce qu'il a vécu pendant cette guerre. Le Miroir, évidemment, c'est un film proprement autobiographique, c'est clair, à sa manière à lui. Oui. Roubloff, eh bien, Roubloff, c'était passionnant, parce que Roubloff lui a été suggéré par quelqu'un de faire ce film à l'occasion, je crois, du 600e anniversaire de la naissance ou de la mort d'André Roubloff, je ne me souviens plus, en 1965, je crois. Alors ça c'est passionnant, parce qu'évidemment, c'est tout le cœur de la Russie, n'est-ce pas, le cœur de la Russie orthodoxe, n'est-ce pas, cette icône de la Trinité, ce peintre moine, ce moine peintre André Roubloff. Et comme a dit un jour sa femme, faire ce film André Roubloff, l'enjeu, la qualité, et ensuite les débats, les combats qui ont suivi ce film, ça a été le début de la perestroïka. Oui. Parce qu'avec ça, les soviétiques se sont retrouvés, réveillés. Hein. Il a touché l'âme au-delà de l'homme nouveau que voulait instaurer le communisme. Il y avait quand même des racines, des racines qui n'avaient pas disparu. Et cet homme nouveau qui commençait un peu à battre de l'aile, économiquement et politiquement, sans parler du reste, bien voilà, donc là ils ont commencé à vibrer. Et moi j'étais fasciné quand le rideau est tombé, en 1989, la quantité de jeunes gens qui sont venus me voir en me disant « Tarkovsky nous a bougé ». Tarkovsky, c'est lui qui a bougé la baraque. C'était un des films de résistance, de résistance non politique, apparemment. C'était entre les lignes, c'était brillantissime. Et c'était, au fond, il n'a jamais fait de confrontation politique frontale. C'était pas son genre. Il m'a quand même dit, Charles, si un jour, vraiment, on m'emmerde trop avec mon fils, si on me le bloque, je le ferai. Mais là, c'était pas son propos, c'était bouger davantage par le fond. Et donc Roubloff, ça a été un monument dans ce sens-là. Et ensuite, le Stalker, évidemment, pour moi, c'est le plus grand film. C'est le film culte. Quand Antoine Vitesse, le grand metteur en scène communiste français, a dit que le jour où il a vu Stalker, il a compris que c'était la fin de l'URSS, quoi. Ça, il a compris, c'était vraiment la grande déglingue, comme disait André Glucksmann, c'était la grande déglingue en route, enfin c'était fini, quoi. Le souffle était complètement parti, etc. Et puis fini par on parlait longtemps, Nostalgia et le sacrifice, des problématiques, je crois, plus proches et plus propres à nous. Le sacrifice, c'est à la fois le risque nucléaire, c'est aussi avec Nostalgia, n'est-ce pas, ce sermon, on croirait un stylite, n'est-ce pas, cet acteur debout sur une statue à Rome qui harangue le monde entier. C'est magnifique pour qu'on se réveille, n'est-ce pas, face à cette nature qu'on est en train de détruire gravement. Et le sacrifice, c'est aussi n'est-ce pas, cette prière laïque qui est faite sur Notre Père. C'est, je crois, la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on entend Notre Père comme ça. Je n'ai jamais entendu ailleurs un Notre Père, je me trompe peut-être, mais c'est vraiment un appel là aussi au sursaut. Et il redonne sens au sacrifice, n'est-ce pas, cette image du sacrifice, qui est une image profondément chrétienne. Eh bien, il lui redonne son actualité. Son actualité comme un acte. Il n'est sacrifice que par acte d'amour. S'il n'y a pas de l'amour dans le sacrifice, c'est pas un sacrifice. Donc ça, c'est sa manière à lui de. Eh bien, c'était sa manière à lui de conclure son œuvre. Certes, il avait d'autres projets. On a beaucoup parlé d'Antoine. Là, il serait parti dans un monde encore plus zen, puisqu'on se serait retrouvé dans un désert avec l'histoire ou cette biographie à sa manière à lui. Il aurait imaginé ce premier moine
cette image de ce premier moine chrétien qui s'aventure dans le désert et qui a créé, qui depuis, n'est-ce pas, a donné naissance à ces milliers d'hommes et de femmes qui se disent moines. Tout à l'heure, vous disiez que c'était à chaque fois un peu le même film. C'est vrai qu'on retrouve... l'image de la Trinité est très forte. Évidemment, dans Roublev, on voit les images à la fin de cette fameuse icône. On voit aussi ces 3 moines. Dans Stalker, on voit ces 3 personnages, l'écrivain, le scientifique et le passeur, justement. Et ça, dans plusieurs films, on voit toujours des images communes un peu qui reviennent. Et pour cette image de la Trinité, qui initie le film, qui est rompue, qui est cassée par la séparation géographique, par le péché, par beaucoup de choses, et qui finalement reviennent un peu comme une unité, comme une symbiose. Alors évidemment, à la fin de Roublev, ça se voit, ça nous jaillit à la figure, ces images en couleur en plus, donc de la Trinité. Et puis, ce que vous avez dit par rapport à la nature, c'est vrai, et il me semble tout à fait juste dans le sens où il a toujours, dans tous les films, il y a un rapport aux éléments que sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais alors ça, à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il avait derrière ? Enfin, est-ce que c'était des choses qu'il avait depuis tout petit, cet attachement à la nature, cet attachement peut-être à la terre russe, où il avait vécu ces différentes images ? Et selon vous, qu'est-ce qui le motivait pour les remontrer à chaque fois ? Et quel est son objectif par ça, pour nous, aujourd'hui, spectateurs ? Vous avez raison de dire que la Trinité, c'est peut-être avec l'image du Christ, avec son sacrifice, mais c'est peut-être l'image de sa foi chrétienne qui pour lui était la plus parlante et qu'il a voulu exprimer le plus, n'est-ce pas ? Dans cette idée de communion, dans cette image de communion. Quand on est 3, on communie. Quand on est 2, il y a un dialogue. Quand on est 3, on commence déjà à partager. Il y a un flux qui passe entre 3 personnages. En même temps, il y a cette unité, vous avez tout à fait raison de dire, c'était un homme qui en permanence avait besoin d'unité. L'unité en lui-même pour pouvoir travailler. Et vous prenez la fin du sacrifice, c'est extraordinaire. Récemment, il y a les 3 romages, les 3 romages au début du film, qui, dans ce tableau de Léonard de Vinci, mais à la fin du film, n'est-ce pas, cette extraordinaire image d'unité autour de cet arbre, n'est-ce pas, où on a effectivement 3 éléments. D'ailleurs, on a à la fois la mer, l'eau qui brille derrière, l'arbre en bois devant, et la lumière, en plus, la lumière et le vent. Alors, oui, c'est un Russe, il a un homme qui aimait la nature, qui aimait cette unité cosmique aussi, c'est un homme qui aimait la création, la cosmos, la nature, c'était essentiel pour lui. Il tenait ça aussi de son père et de sa mère. Son père, immense poète, qui a écrit sur la nature de manière extraordinaire et simple. En même temps, ça imprègne pratiquement chacun de ses vers, les plantes, les animaux, le paysage. Et puis n'oublions pas pour finir son temps d'initiation en Sibérie, que je présente dans les récits de jeunesse. Je raconte que ma découverte, voilà, j'avais enfin trouvé un récit de ces séjours qu'il fit en Sibérie de 9 mois, où il rencontre un homme, absolument personne ne connaît, mystérieux, mais qu'il a initié. C'est un chercheur d'or, et il était fasciné par lui. Et donc cet homme qui avait vécu des années à la fois sous les tsars, sous les blancs, les rouges, etc. Enfin, il vivait seul, lui a donné un peu les clés. Il avait quoi ? Il avait à peine 20, il avait 19 ans, quoi. C'était pour lui un moment d'initiation à la nature profonde, à la vie. Ça c'était très fort. Donc ça, je pense que ça l'a marqué. Il a, de cette expérience en Sibérie, retiré une connaissance intime, personnelle et profonde de la nature. Oui. Une question simplement par rapport aux rêves. Parce que on en voit quand même beaucoup dans son journal. Hein. Des rêves, il en a. Et ça m'a rappelé... moi qui suis très intéressé par un autre personnage, un autre écrivain qui était Ernst Junger, qui parle toujours de ses rêves dans tous ses journaux. Je pense que les films sont tous imprégnés de ce qu'il avait en rêve. Et d'ailleurs, il en parle dans Le Temps scellé. Il essaye de les mettre en film. Il me semble que dans plusieurs de ses films, on voit les rêves de certains personnages. Dans Le Miroir, sans doute, d'ailleurs. On voit sa mère un peu en passage. Et après, c'est fait de telle sorte qu'on ne sait plus
En tout cas, au départ, la première fois qu'on voit le film, on ne sait pas si c'est dans le rêve ou pas. Oui. C'est qu'après qu'on se rend compte que... Et ça jaillit dans notre vie, parce qu'on se dit, mais à quel point mes rêves ont une implication dans ce que je vis, et ce que je vis a une implication dans mes rêves. Et je pense que c'est vraiment... peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il vous en parlait, ça, de ses rêves, dans les derniers temps où il était là? Parce que ça devait pas non plus être très gai, dans la mesure où il était très... physiquement, très affaibli, quand même. Oui. Écoutez, d'abord, il avait une mémoire de ses rêves extraordinaire, que moi, personnellement, je ne me souviens pas beaucoup de mes rêves. Lui, il se souvenait très bien de ses rêves. Donc, il en parle beaucoup. Et n'oublions pas ce qu'a dit Bergman, n'est-ce pas, que Bergman a dit que Tarkovsky était le plus grand, parce que Tarkovsky avait filmé la vie comme un rêve, mais en réalité. Hein, il n'a pas fait du rêve une fiction, il a fait de ses rêves comme si c'était la réalité. Et les frontières entre rêve et réalité, il est arrivé à les gommer. Et surtout, il avait ce espèce de troisième œil, hein, qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'un regard de l'extérieur, un regard d'en haut. Il avait cette façon de vous imaginer, de nous voir toujours d'ailleurs, n'est-ce pas? Il ne faut oublier non plus qu'il a fait beaucoup de prises de vue avec la grue, n'est-ce pas, d'en haut. C'était... Tout à l'heure, vous parlez de Bergman. C'est vrai que Bergman a dit de lui qu'il était sans doute le plus grand. Je crois qu'ils ne se sont vus que très peu de fois, une fois ou deux peut-être, mais il avait une admiration pour lui. Quels ont pu être les rapports de Tarkovsky avec d'autres réalisateurs? Enfin, on voit différents noms passer, alors Bondarchuk évidemment, mais aussi Eisenstein. Je pense à Stanley Kubrick, parce que je crois qu'ils ont une petite correspondance au moment de Solaris. J'ai cru comprendre qu'il lui avait écrit en lui disant qu'il n'était pas forcément d'accord avec tous les points de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Pourquoi il avait fait Solaris? J'ai vu ça quelque part. Non, avec Solaris et Stanley Kubrick, Tarkovsky a vu son 2001 qu'il a trouvé qu'il n'a pas du tout apprécié, qu'il n'a pas du tout aimé. Donc Solaris a été une réponse un peu à Stanley Kubrick. Bergman, non, Bergman, ce sont deux monstres sacrés, Tarkovsky, Bergman. Et Bergman, je crois, a vu peut-être 7 fois, 10 fois, ou 20 fois, ou 30 fois, je ne sais plus, Andrei Roublev, à tel point qu'il voyait souvent les Roublev avant de faire un nouveau film. Mais ils se sont frôlés. Tarkovsky l'a aperçu de loin à Stockholm, faisant un cours devant les étudiants. Il a été un petit peu refroidi par la personnalité de Bergman de loin. Et non, ils ne se sont pas parlé. Non, il était proche de Bresson. Bresson, très proche de... Il admirait extraordinaire autonomie, liberté, exigence de Bresson, sa poésie. Ils ont été en concurrence un petit peu à Cannes. Ils ont eu le même prix. Et c'est moi qui ai eu l'honneur et le grand plaisir de les mettre ensemble à Paris. En 86, j'ai amené Robert Bresson chez André Tarkovsky. Oui. Ça a été un grand moment où ils se sont échangés... Voilà, ils se sont parlé, ils se sont écoutés, ils se sont regardés, ils ont ri ensemble et sont quittés. Et avec Konchalovsky, puisqu'ils ont étudié ensemble. Konchalovsky, donc c'était des grands copains de classe. Ils ont fait 2 films ensemble, puisque ils ont fait Enfance d'Ivan. Konchalovsky joue d'ailleurs dans L'Enfance d'Ivan. Ils ont coécrit Andrei Roublev. Mais ensuite, ils se sont séparés quand Tarkovsky passait à l'Ouest. Pour Tarkovsky, il s'est vendu au cinéma américain. Et ils se sont... Voilà, c'était ensuite 2 caractères totalement différents. Donc, ils ne se sont plus parlé après. Non. Mais ils sortaient du même moule, du VDIC, qui était la grande école de cinéma de Moscou. Et avez-vous des rapports, l'Institut, avec Konchalovsky aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui, sa femme était une très proche de l'Institut à un moment. Anna Baer, ma collaboratrice, est allée à son masterclass sur le Pompidou il y a quelques années. Voilà. Mais je crois... Tarkovsky était assez sévère dans ses jugements. Oui, il était très entier. Hein. En même temps, très, très, très amoureux, je veux dire, c'était un homme plein d'amour. Mais il était sévère, il était exigeant. Et ça, il ne supportait pas certaines dérives de Konchalovsky. Ouais. Oui. Et pour les réalisateurs d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sorte d'héritage qu'a pu laisser Tarkovsky dans la manière de filmer aujourd'hui pour certains, ou du moins pour certains acteurs? Enfin, vous voyez, je pense à un autre film très en longueur, parce que parfois c'est très lent,
Mais je pense au film Le désert des Tartares avec Jacques Perrin, en Terzieff. Est-ce que des acteurs postérieurs, ou encore existants aujourd'hui, ont un attachement du coup, à cet héritage? Alors, je crois qu'il y a il y a eu des pastiches. N'est-ce pas? Ça, c'est très mauvais. Il y a des réalisateurs et des gens qui ont essayé de reprendre l'atmosphère tarkovskienne, soi-disant, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est une catastrophe totale. Euh, mais il a touché, Tarkovsky a touché beaucoup d'artistes et toutes sortes de personnes, mais d'artistes, de cinéastes, par son œuvre, sans que ceux-ci veuillent l'imiter. Je veux dire, ils peuvent s'en inspirer, ils peuvent s'en servir de référence. Je pense à des écrivains, je pense à des danseurs, je pense à des musiciens. Nous avons notre ami François Couturier qui a monté le quartet Tarkovsky, ils ont joué avant-hier à Paris. Eh bien, c'est quelqu'un qui a été bouleversé par André Roublev dans sa carrière d'artiste. J'ai un ami aussi, Guillaume Laniel, metteur en scène, qui lui aussi a démarré sa vie d'homme d'art avec Tarkovsky. Oui. Mais voilà, mais c'est des gens de par sa flamme, de par sa foi, de par sa qualité, de par ses écrits, ses images, ont marqué énormément de gens. Mais sans que ce soit... Oui, ce sont les héritiers au sens très large du terme. Peut-être un dernier sujet. Il y a quand même quelque chose qui est assez, je dirais, impressionnant dans ces films, c'est la place de la musique, et dans ce cadre de la musique, la place réservée justement au silence. Le silence, il y a quand même, dans beaucoup de ces films, des personnages qui deviennent muets, soit qui le sont biologiquement, ou le suite d'une opération, c'est le cas du fils dans Le Sacrifice, mais c'est le cas aussi de Roublev qui prend la décision de devenir muet pendant, 16 ans, je crois, quand même. Et je crois même que pour ce film-là, Solzhenitsyn a choisi de rester muet pendant 1 mois pour être dans le tempérament du personnage, pour vraiment que ça lui colle à la peau. Enfin, quelle importance le silence avait pour Tarkovsky? Est-ce que c'était aussi un silence du fait d'un manque de relations positives, je dirais, avec les autorités de son pays, qui voulait dénoncer par là, ou est-ce que c'était vraiment pour lui un moyen, que le silence, de parvenir à une spiritualité plus profonde? Il y avait beaucoup de choses. C'est aussi à la fin, je dirais aussi, il le dit quelque part, je crois, pour le sacrifice, c'est un rejet du bavardage. C'est un rejet de la parole qui n'a plus de verbe. C'est le désir de revenir à une parole qui a un sens. C'est ça. Donc, ça, c'est important. C'est aussi un retrait, n'est-ce pas? Un retrait devant la réalité, devant l'horreur. Quand Roublev décide de ne plus parler, c'est parce qu'il vient de tuer quelqu'un. Il vient de tuer la jeune femme qui allait être violentée par un Tatar. Il me fait penser aussi il m'a dit un jour, tu sais, vous avez chez vous quelqu'un, un poète aussi, qui a arrêté d'écrire, qui a arrêté de parler. C'est qui? C'est Rimbaud. Oui. Du jour au lendemain, il a arrêté d'écrire et de parler. Bobby Tarkovsky a pensé aussi arrêter le cinéma. À la fin des Miroirs, il a pensé arrêter le cinéma. Donc, c'est à la fois parce qu'il donne à la parole, il donne au film, à l'image, il donne au geste, il donne à chaque acte, n'est-ce pas, de l'importance. Donc, le silence, c'était pour lui c'était un désir de rythme, un désir de donner de l'importance. Et puis une vénération pour la vie intérieure, pour la prière, la spiritualité. Ça c'est évident. C'est ainsi que Solaris finit, il me semble, en silence, et je vois cette image, vous savez, un peu du fils prodigue qui revient dans la maison de son père, on voit ça. Et puis, d'ailleurs, il y a ce tableau du fils prodigue là, qui me revient en tête. Et puis, à la fin du sacrifice, quand même, à la fin de Roublev déjà, le son, le bavardage dont vous parlez, c'est celui des Italiens, qui viennent ici un peu invités par le prince. Ils bavardent, d'ailleurs on ne comprend pas trop quoi. On comprend rapidement que si la cloche ne sonne pas, le fondeur il va y passer. Il sera supplicié. Et puis le film finit un peu sur cette image, en tout cas au niveau du son, sur
le son de cette cloche qui se met à sonner. Oui. Ça, c'est quand même comme si d'un coup... Et la cloche, c'est quand même tout un symbole. C'est le symbole du réveil, de l'appel aussi à la prière. Enfin, voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi cette dernière parole, après un temps de silence, à la dernière scène du sacrifice, qui est quand même très long. Enfin, c'est un plan qui dure, je sais plus, 11 minutes, je crois, quelque chose comme ça. On n'entend pas les paroles, on voit juste les personnages, le feu, ce feu qui, d'ailleurs, qu'on voit plus un moment pour mieux y revenir, comme pour marquer qu'il est vraiment toujours là. Le dernier plan, on voit cet enfant, qui n'est pas témoin de cette scène-là, qui était jusque-là muet, et la première parole qu'il dit, et la dernière du film, c'est « Au commencement était le Verbe ». C'est une parole exprès mystérieuse, hein, qui est difficile à comprendre, hein, qui n'est pas simple d'interprétation. Hein, il ne faut pas forcément vouloir l'expliquer, hein, il faut la laisser un peu agir. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à voir justement pourquoi, pourquoi, quoi, etc. Il ne faut pas trop chercher à avoir une réponse carrée. Mais oui, il revient à la parole première. La parole première, ce petit garçon qui va s'ouvrir à la vie, qui est au pied d'un arbre qui vient de refleurir. Oui. Donc et quand il dit ce film, je le dédie à mon fils en toute confiance. Donc pour lui, c'est un appel aux autres, un appel à la vie, un appel aux artistes du monde, et bien de revenir à la lumière, de refaire fleurir leurs talents, etc. Le fils dont il parle dans son journal, il dit quand même, hein, donc là nous sommes au 18 mai 1986. Il parle de son fils ? Il dit, Andreyushka, donc c'est son fils, a reçu mon prix et donné une interview. Il était très beau, très digne, et on l'a beaucoup applaudi. Il est resté très calme et on avait l'impression que recevoir des prix à Cannes était pour lui la chose la plus courante du monde. Je dois dire que je ne m'attendais pas à le voir si dégourdi. Il a bien grandi, mon Tiapus. Aujourd'hui, je l'ai vu pour la première fois sous les traits d'un jeune homme adulte et indépendant. Quel sera son destin ? Et c'est là que ça commence. Certes, il n'existe pas de père qui n'ait pensé, ne serait-ce qu'un instant, que son fils était exceptionnel. Mais moi, plus je pense à Andreyushka, plus je l'observe et plus je découvre son univers intérieur, plus je me convainc qu'il aura une destinée originale. Sa profondeur, le sérieux de sa nature me font espérer qu'il ne passera pas à côté de la mission que Dieu lui a réservée, qu'il trouvera lui-même son but et son chemin. Ce qu'il me faut faire, c'est l'aider à se trouver lui-même, en le respectant totalement et en lui laissant une absolue confiance. Qu'un père dit ça de son fils, c'est très beau. Alors il y a plusieurs choses, n'est-ce pas ? Il a l'intuition des gens, donc il éprouvait ça chez son fils. Et en même temps, je veux dire, c'est aussi une trace, un chemin qu'il indique à son fils. En écrivant cela, il lui indique aussi voilà, une voie où il a une ambition pour son fils et il lui propose une ambition. Hein, donc c'est à la fois une observation et un conseil qu'il donne à son fils. Je vous ferai néanmoins remarquer que ce que vous avez lu a été écrit par sa femme. Parce que pour la première fois, j'ai indiqué dans ce journal quels sont les extraits qui ont été rédigés par Larissa, sa femme, de manière à être honnête. Il faut savoir qu'à la dernière année de sa vie, il avait du mal à écrire, il écrivait peu, et n'est-ce pas, il parlait beaucoup néanmoins, et on avait demandé à sa femme de prendre la plume. D'accord. Donc tout ce que vous avez là est exact, c'est des choses qu'il a dit, ou qui se sont dit entre eux, père et mère, où elle a retranscrit ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu et entendu. D'accord. Donc voilà, donc ça je vous fais remarquer ça. Mais oui, et son fils, écoutez, que je connais bien, hein, c'est vraiment mon partenaire, et c'est un garçon merveilleux. C'est difficile pour lui d'avoir un père comme ça, une mère comme ça, et d'avoir un grand-père aussi de cette même importance, le poète Arcy. Oui. Donc il suit son chemin, il gère et anime avec talent l'Institut Tarkovsky, l'œuvre de son père. Je collabore avec lui, moi à Paris, lui à Florence. On se voit une fois par année pour mettre au point, pour accorder nos violons. Et il vit maintenant avec une violoniste. Et peu à peu, il fait son chemin. Et autant son frère aîné est médecin à Moscou, sa sœur vit à Paris avec sa fille et son mari. Mais André, c'est l'âme un peu de l'Institut Tarkovsky. Et ma foi, il fait ça avec beaucoup de talent. Et, voilà, puis on verra ce qui deviendra d'ici 20 ans. Bonsoir, je vous remercie de prendre ma question.
Lorsque j'ai découvert Tarkovsky, avec Andrei Roublev, puis Nostalgia, j'ai fait l'expérience d'un cinéma, d'une esthétique qui semble comme cachée, parce qu'elle échapperait à toute rationalité. On cherche du sens dans les images, parce qu'il y a une absence de dialogue, et qu'on est habitué à ce que tout nous soit expliqué. Et ensuite, j'ai voulu chercher des articles pour essayer de comprendre est-ce que soit je loupais quelque chose, ou soit est-ce qu'il n'y avait rien, ou soit est-ce qu'il y avait autre chose. Et j'ai pu lire que Tarkovsky cherchait surtout à faire partager une émotion au spectateur. En discutant avec Geoffroy, en écoutant votre discussion, ça me semble un petit peu simpliste, puisque en lisant aussi différents extraits des documents sur Tarkovsky, eh bien, le cinéaste nous livre quand même un sens des signes, un sens sur la bougie dans Nostalgia, un sens sur la présence de l'eau et sur des images qui nous semblent complètement absurdes. Et bien en fait, elles ont du sens. Et alors, j'ai l'impression qu'on est face à un certain paradoxe, qu'il y a quelque chose, mais qui ne se révèle qu'aux initiés. Et alors, soit Tarkovsky a réussi dans son génie à tenir un peu les deux bouts de l'esthétique, c'est-à-dire quelque chose de complètement qui passe complètement par les sens, et en même temps qui a du sens aussi. Et donc il y a ce paradoxe-là, il tient ces deux bouts. Et puis ce paradoxe en fait semble révéler dans l'esthétique de Tarkovsky une volonté claire de toucher le spectateur par le sens du beau, et de le toucher dans ce qu'il a de plus naturel, presque corporel via les sens, pour l'élever vers des thématiques spirituelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que vous avez bien dit les choses. Tarkovsky n'était absolument pas un cartésien. Tarkovsky faisait appel effectivement à l'émotion, à la beauté, mais pas à la beauté carte postale, à la beauté qui émeut. Alors pour être ému par la beauté, et quand on dit ému, c'est vraiment avoir les tripes remuées. Il faut creuser profond. Et il avait le génie, oui, de l'image. Il avait vraiment ce génie de donner des images, de créer des images qui parlent. Donc sans explication, mais le feu, la flamme, la bougie, l'eau, le torrent, la rivière, le vent, la terre, la boue, la poussière. Les feuilles mortes. La feuille morte, c'est ça. Oui, la feuille morte, c'est ça. C'était proposer au spectateur une autre lecture. C'était réveiller chez les gens du XXe siècle quelque chose qui s'était assoupi, endormi, mais qu'on trouve chez les gens de la nature, chez les paysans, qu'on trouve chez les spirituels, qu'on trouve en Orient, qu'on trouve chez les chamans, qu'on trouve... il était affligé par la pauvreté culturelle du monde contemporain. Donc il faisait appel à des racines éteintes, des racines. Il essayait de ranimer des racines. Et quand son film se termine du sacrifice sur un arbre mort, eh bien, néanmoins, par l'image, on voit que cet arbre est en train de vibrer puisqu'il se fonde ce film sur cette apophthegme des pères du désert, n'est-ce pas, un moine jour après jour qui arrose un arbre mort, stupidement, bêtement, mais tenacement, avec ténacité. Eh bien, cet arbre finalement revit. Et c'est ça aussi, n'est-ce pas, il fait dans ses films un profond appel par sa poésie, par l'image, par le son. Le son est capital chez lui également. Le son, c'est l'invisible. C'est pas l'image visible, c'est l'invisible. Et je fais un travail sur le son chez Tarkovsky, c'est fabuleux. L'appel à la renaissance par le son, chez Tarkovsky, est tout à fait fondamental. Eh bien, c'est ça. Il fait vraiment... Il veut arracher, comme il dit dans Le Temps scellé, le masque matérialiste, rationnel, du français, de l'américain, de l'homme de l'Ouest, mais aussi de l'homme nouveau soviétique, et puis de l'homme urbain, contemporain, qui pense qu'à bouffer. C'est pas, ce qui est légitime, d'ailleurs, on a le droit de bouffer. L'homme ne vit pas que de pain. Le problème, c'est ça, qu'on ne vit plus que de pain, de bouffe, de bonne bouffe, même de malbouffe maintenant aujourd'hui. Et voilà, c'est ça, c'était vraiment un homme qui faisait
qui faisait un appel à la survie. Pour lui, on va vers la catastrophe. La catastrophe naturelle, par l'écologie, nature humaine, par l'appauvrissement de l'individu, par l'appauvrissement de la culture. Donc, voilà, donc il casse un peu les repères, volontairement, et il voit très bien que l'homme de Paris, l'homme de Brest, l'homme de Nantes n'est plus un religieux, n'est plus un spirituel, n'a plus de culture chrétienne. Mais néanmoins, il cherche, avec des indices, à réveiller quelque chose en eux qui est authentique, profond et très humain. Et par cette recherche, je crois, d'humanité qu'on peut déceler, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut voir les films de Tarkovsky, il faut un peu s'abandonner, avoir confiance, prendre le temps. Et on s'aperçoit, bon, si bien sûr on se ferme d'un coup, bon, il n'y a rien à en tirer, c'est sûr. Mais si si on se laisse un petit peu prendre par le rythme, et il fait exprès d'avoir des films très lents, pour la contre-courant du rythme de Champs-Élysées. C'est ça, enfin, c'est casser le rythme des médias. Le Sacrifice est un film profondément anti-commercial. Il est dit clairement dans Temps scellé. Et il aurait continué comme ça, à faire des films absolument imbuvables, mais exprès. Quand je dis imbuvable, c'est juste un mot. En réalité, c'est des films sources. Des films sources. Voilà. Donc je crois quand il dit ces films sont faits pour labourer l'âme de chacun, des hommes, des femmes d'aujourd'hui. Labourer l'âme, ça veut dire labourer, pourquoi faire? Pour permettre à l'âme de revivre, et de germer, et de faire autre chose. L'arbre mort du sacrifice, qui est appelé à vivre, à fleurir. Mon ami metteur en scène qui a fait ce chef-d'œuvre. Mon ami compositeur de musique qui a fait ce chef-d'œuvre aussi, vous voyez. Et aussi, j'ai vu tant d'hommes et de femmes qui ont dit non au suicide pour Tarkovsky. J'ai connu des gens qui devaient se tuer, se suicider. Eh bien, le sacrifice, voilà, a sauvé cet homme, a sauvé cette femme. Attendez, il devait se suicider quand vous dites... Des gens que je connais qui étaient proches du suicide. Ils voient le film de Tarkovsky, ils repartent debout. D'accord. Et ça, quand je dis que j'en connais que quelques-uns. Mais imaginez le nombre de gens qui ça a dû toucher aussi que je ne connais pas. Et qui vous l'ont dit? Oui, bien sûr qu'ils l'ont dit. Oui. D'accord. Parce qu'au passage, Sartre a défendu l'enfance d'Ivan, d'ailleurs. Oui. Sartre a défendu l'enfance contre l'intelligentsia dominante de Paris et de Rome. Il a défendu la liberté d'esprit de ce jeune homme, qui bien sûr ne rentrait pas dans les cadres, mais il a défendu sa liberté intérieure. Oui. Mais encore, Tarkovsky n'a pas apprécié la critique positive de Sartre. Oui. On le lit. Voilà, il le raconte. Ça, c'est un autre sujet. Pas assez entier, peut-être. Voilà un petit peu ce que je peux répondre à votre questionnement, à vous et à vos gens qui vont voir Tarkovsky. Oui, parce que je tiens à dire quand même que Andrei Roublev, pour ma part, je l'ai vu 3 fois. Ouais. Voilà, je l'ai montré donc une fois à un prêtre de la paroisse. Et puis avec quelques amis, avec un seul ami qui était fan de Russie. Et on a fini à 2 d'ailleurs, parce que cet ami a dû partir en cours de séance. Et il est revenu pour la 3e séance avec il y avait un autre prêtre qui était bibliste. Ah oui. Et évidemment, lui, Andrei Roublev, il y a à peine quelques dialogues, c'est l'Ecclésiaste, quoi. Il reconnaît tout, forcément. Puis avec les discours de Théophane le Grec, et puis voilà, c'est passionnant. Mais il faut quand même, tout ça pour dire qu'avant de montrer un film de Tarkovsky, malheureusement, il y a une petite sélection à faire, et puis surtout une préparation, quoi. Qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce qu'ils vont voir, parce que c'est tellement en décalage de ce qu'on peut voir aujourd'hui, en termes de rapidité, en fait, on nous donne à manger ce qu'on veut manger, et force un cercle vicieux. C'est pour ça qu'il est pas montré très souvent, parce qu'il n'est pas dans l'air du temps, il n'est pas commercial, il a fait peu de films, que 7, et voilà, mais néanmoins, il a marqué, il marque encore, il marquera encore.
Le temps scellé est un livre culte, des étudiants au cinéma. C'est vraiment un livre de base, fondamental, recommandé par toutes les universités mondiales du cinéma. Vous évoquiez Tarkovsky comme voulant réveiller l'occidental de sa torpeur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une divergence qui semble actée depuis longtemps entre cette âme russe qui nous fascine et peut-être une esthétique occidentale différente qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression d'être ignare, même si en un sens on peut accréditer qu'on le soit devenu, en regardant un film de Tarkovsky, et quand on a du mal à trouver un égal contemporain, et que moi par exemple je suis sorti très déçu par exemple de The Tree of Life de Terrence Malick, qui m'a semblé un enchaînement d'images cosmologiques et qui ne m'a pas touché comme a pu me toucher l'esthétique de Tarkovsky. Oui, je crois, Tarkovsky, on croit les Russes très proches de nous parce qu'ils sont un peu pâles comme vous et moi, hein, c'est des visages pâles. Ils sont certes, ils ont du sang européen, mais ils sont proches de l'Asie, ils sont proches du pôle Nord. Et quand on les connaît un peu plus, on découvre leurs grosses différences. Et c'est ça leur intérêt, c'est qu'ils sont bien différents de l'Américain, et encore, entre deux superpuissances, ils se comprennent aussi assez bien, mais sur d'autres plans. Ils se respectent parce que c'est deux super grands, alors qu'ils les méprisent un petit peu, nous, Français et autres, Européens. Mais on découvre tout à fait un autre rythme. Vous comprenez, c'est quand même le plus grand pays du monde. Ils ont un sens du temps et de la distance là-bas qui ne sont pas les nôtres. Et ils ont une tradition d'écriture, de littérature, au fil des Dostoïevski et tous les autres, et d'Eisenstein, qui sont pas comparables à ce qu'on connaît par chez nous. Et je crois également, ils ont gardé, de par leur monde orthodoxe, assez fermé, n'est-ce pas, une tradition. Hein, on appelle le monde orthodoxe, ça veut dire qui est resté fidèle aux origines, quoi. Hein. Ils se prétendent plus proches des origines que nous. Hein. C'est des orthodoxes. Hein. Et ben, alors, c'est surfait. Hein. C'est un peu du nationalisme, mais d'un autre côté, c'est un peu vrai aussi. Ils ont gardé leur chant, leur tradition, leur foi, leur expression à tout point de vue d'origine que nous, on a. On est passé par les Lumières, par la Révolution, on est passé par le monde industriel, on est passé par l'Amérique, tout ça. Donc on retrouve chez eux, je crois, des choses qui finalement nous touchent aujourd'hui et qu'on trouve un peu nulle part ailleurs. Bon, il y a l'Asie, il y a l'Inde, il y a l'Afrique, bon, qui ont encore des choses beaucoup à nous dire et nous apprendre. Mais je crois qu'on va... voilà, Tarkovsky est une introduction, est une réintroduction à ce monde russe qui a été fermé pendant 70 ans et qui est en train de s'ouvrir tout doucement, avec difficulté. Mais je crois que c'est une chance, pas seulement pour découvrir la Russie, mais aussi pour nous réenrichir quelque part. Et écoutez, c'est pas un mystère, si moi-même j'étais fasciné par cet homme, par cette œuvre, qui pour moi est un des seuls qui marie, je dirais, la beauté et la foi, n'est-ce pas? Il a un mariage de beauté et de foi qui est unique pour moi. Il a une foi chrétienne et un talent artistique extraordinaire. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont nuls en art et beaucoup d'artistes qui ne connaissent rien à la tradition chrétienne. Mais lui, il marie les deux. Hein. Un chrétien absolument authentique et puis un artiste authentique. Pour finir cette interview, j'ai l'habitude de commencer chaque émission de lecture par quelques vers de poésie. Est-ce que vous en auriez, soit de Harsenyi, soit dans les récits de jeunesse, que vous accepteriez de nous lire? Oui, avec plaisir. C'est donc le dernier paragraphe que Tarkovsky a écrit dans son livre Le temps scellé, après avoir tourné Le Stalker. Je vois comme ma tâche particulière de stimuler la réflexion sur ce qu'il y a d'éternel et de spécifiquement humain, qui vit dans l'âme de chacun, mais que l'homme ignore le plus souvent, bien qu'il ait là son destin entre les mains. Il poursuit à la place des chimères. En fin de compte, pourtant, tout s'épure jusqu'à ce simple élément, le seul sur lequel l'homme puisse compter dans son existence, la capacité d'aimer. Cet élément peut se développer à l'intérieur de l'âme de chacun, jusqu'à devenir le principe directeur capable de donner un sens à sa vie.
mon devoir est de faire en sorte que celui qui voit mes films ressente le besoin d'aimer, de donner son amour et qu'il perçoive l'appel de la beauté.